Bienvenue dans le débat de France 24. C'est désormais certain, l'accord sur le climat conclu à Paris lors de la COP21 sera bien mis en œuvre. D'ici un bon mois, si tout va bien, c'est la suite logique du oui européen. Aujourd'hui, les députés ont voté pour la ratification. Et l'Europe, qu'on disait à la traîne, rejoint donc les principaux pollueurs de la planète, États-Unis, Chine, Inde. Ils ont tous déjà ratifié le texte. Alors on sable le champagne ou bien on continue de s'inquiéter? Pour en parler avec nous, Célia Gauthier, porte-parole du réseau Action Climat. Bonjour, merci d'être avec nous. Et face à vous, Brice Lalonde, ancien ministre français de l'Environnement. Vous êtes conseiller spécial de l'ONU pour le développement durable et de 2007 à 2011, vous avez été ambassadeur pour la France en charge des négociations internationales sur le changement climatique. D'abord, pour ceux qui nous regardent, concrètement au niveau de l'accord lui-même, qu'est-ce qui change avec le vote aujourd'hui des eurodéputés? En quoi est-ce un seuil de déclenchement? Tout simplement parce qu'il fallait que, pour que l'accord entre en vigueur, il fallait qu'il y ait 55% des gaz à effet de serre qui soient couverts par l'ensemble des pays signataires et puis qu'il y ait autant de pays. Et donc, il y a beaucoup de petites îles et donc le compte n'y était pas du point de vue des émissions, mais maintenant, avec les gros pollueurs, si je puis dire, ça y est. Et il faut que l'accord, qu'il y ait ces signatures. Ensuite, il faut attendre un mois. Et ensuite, ça entre en vigueur. Et donc, pour Marrakech, qui est la COP qui suit la COP de Paris, ce serait formidable déjà, un énorme succès que l'accord entre en vigueur au début de la conférence climat de Marrakech. Voilà, nouvelle conférence début novembre, pour laquelle, on peut le dire, l'Europe a appuyé sur le champignon avec une procédure de ratification express. Pourtant, l'Europe arrive parmi les derniers grands pollueurs. Célia Gauthier a ratifié l'accord. Comment vous expliquez ce retard à l'allumage de la part d'acteurs qu'on a longtemps présentés comme étant à la pointe de la lutte contre le réchauffement? C'est vrai, vous avez raison. L'Europe était autrefois un leader, un moteur de l'action climatique internationale. Et ces derniers temps, elle prend beaucoup de retard. Alors, suite à la ratification de l'accord de Paris par la Chine et les États-Unis, il y a eu un sursaut européen, un grand mouvement pour accélérer les choses et finalement ça a été possible. Mais en fait, la plupart des dossiers chauds au sein de l'Union européenne sur l'action climatique, la mise en œuvre de l'accord, sont repoussés à plus tard. Et l'Europe va devoir nous montrer qu'elle a bien l'intention de mettre en œuvre cet accord et que ces dossiers chauds seront traités entre les 28. Vous voulez dire qu'on n'a pas réglé encore la question au niveau européen malgré ce vote du Parlement aujourd'hui? Pour l'instant, tout n'est pas réglé puisqu'il faut que les 28 se mettent d'accord sur le partage de l'effort de réduction de gaz à effet de serre entre eux. Pour l'instant, il y a juste un effort global qui a été annoncé à la COP21, mais on ne sait pas qui va faire quoi. Et nous n'avons pas non plus de clarté sur les instruments politiques qui vont être mis en place en Europe, par exemple pour développer les énergies renouvelables ou promouvoir la rénovation énergétique, les transports propres. Donc il y a encore tout ça à régler. Le fait que l'entrée en vigueur de l'accord se confirme maintenant, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est l'occasion, en fait, de se concentrer sur la mise en œuvre, y compris la mise en œuvre en Europe. Brice Lalonde, vous êtes confiant, vous, dans le fait que les eurodéputés à Strasbourg, aujourd'hui, ont parlé au nom des 28? Il n'y a aucun risque de défection après? Parce qu'il y a un processus ensuite, propre à chaque pays. Oui, alors c'est une procédure accélérée un peu nouvelle, parce que avant, c'était la codécision. Alors là, le Parlement pousse un petit peu les feux. Donc, je pense que aucun État n'osera, si je puis dire, revenir en arrière. Donc, je pense qu'il y avait des difficultés avec la Pologne. Chacun sait que la Pologne, par exemple, est un pays qui dépend beaucoup du charbon et puis qui était réticente en disant mais pourquoi est-ce qu'on va faire des efforts, nous, alors que les autres pays ne le font pas, alors que ça y est, maintenant, les autres pays le font. Oui. Ce qui est vrai quand même, c'est que l'Europe, par citoyen, envoie beaucoup moins de gaz à effet de serre qu'un Américain moyen ou que les États-Unis. Donc voilà, donc l'Europe a jusqu'à présent été plutôt vertueuse, elle a été plutôt à l'avant-garde. Alors maintenant, évidemment, il faut qu'elle se ressaisisse et qu'elle arrête que ce ne soit pas uniquement une histoire de réduction des émissions. Oui. C'est une affaire d'inventer le monde nouveau, d'inventer le nouveau système énergétique, la nouvelle manière de vivre ensemble, le réseau électrique nouveau avec les renouvelables et tout ça. Donc c'est plutôt positif. Vous croyez en l'innovation, notamment par le privé, vous croyez aussi dans l'avenir du nucléaire? Alors, je ne sais pas quel est l'avenir du nucléaire. Ce que je sais simplement, c'est qu'à mon avis, pour l'instant, on en a besoin. Donc, c'est une énergie de transition. Il a peut-être un grand avenir plus tard s'il se réforme, s'il se modifie, s'il améliore les choses qui ne vont pas. Mais pour l'instant, on a 55 réacteurs nucléaires en France. C'est difficile de dire, on s'en passe.
En revanche, je crois que les énergies renouvelables, les économies d'énergie vont se développer, se développent, et que beaucoup d'entreprises privées maintenant s'y mettent. Et d'ailleurs, la question de l'accord de Paris, à mon avis, c'est OK, les diplomates, ils ont pris 25 ans pour faire leur truc. On ne va pas attendre aussi longtemps pour la mise en œuvre. Place maintenant à la société, aux villes, aux collectivités locales et aux entreprises. Il y a un grand mouvement qui démarre, et c'est celui-là, à mon avis, qui va être déterminant. Mais si je puis me permettre sur cette question du nucléaire, aujourd'hui, bon, nous avons des réacteurs en France, mais au niveau mondial, le nucléaire est quand même en faillite par rapport à l'expansion des renouvelables. Les Chinois plantent une éolienne par heure. Il faut quand même se le dire. Donc, en France, nous avons ce parc nucléaire. L'essentiel aujourd'hui, c'est de faire de la place aux énergies de demain, qui sont des énergies renouvelables. C'est comme ça, c'est la tendance dans tous les pays. Mais Célia Gauthier, on peut réduire de 30% les émissions, contenir à peu près à 2 degrés la hausse des températures en sortant d'un coup du nucléaire, comme l'a fait l'Allemagne? Il ne s'agit pas de sortir d'un coup du nucléaire. Et l'Allemagne, puisque vous citez ce cas, parlons-en. Ce qui s'est traduit par une augmentation des émissions du charbon en Allemagne, ce n'est pas la sortie du nucléaire, mais c'est le fait que le charbon, aujourd'hui, coûte trop peu cher sur les marchés internationaux et qu'il était moins cher d'acheter du charbon en Allemagne et donc de rallumer les centrales à charbon que de fonctionner avec d'autres sources d'énergie plus propres. Alors ça, Brice Lalonde, c'est vrai, les experts le disent, il manque quand même une précision à cet accord. Il mentionne de manière finalement assez vague l'idée d'une taxe carbone, de mettre un prix sur le charbon du coup, beaucoup doutent de son efficacité pour cette raison. Alors, ce qui est formidable dans cet accord sur le climat, c'est qu'il donne un objectif. Et c'est la première fois, il y a des chiffres. Il ne faut pas qu'en 2030, il y ait plus de 40 gigatonnes d'émissions, alors qu'on est déjà à 50, et qu'à la seconde moitié du siècle, aucune émission qui ne soit compensée par un puits. Le puits, ce sont des arbres ou d'autres techniques qui ne sont pas encore existantes. Donc ça, c'est quand même très fort. Donc tout le monde est au courant. Les entreprises, les collectivités locales, les États, tout le monde, maintenant, ils savent ce que la communauté internationale et les chefs d'État ont accepté, ont déterminé. Ça, c'est quand même très nouveau. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand mécanisme. Ce que l'accord dit, c'est que chaque pays, les 195 pays, doivent avoir chacun un programme de lutte contre le changement climatique et doivent l'améliorer tous les 5 ans. C'est tout ce qu'il y a. Alors évidemment, c'est là qu'il faut travailler. Mais du coup, voilà, sans contrainte financière, est-ce qu'on n'en reste pas finalement au vœu pieux? Est-ce qu'il n'y a pas un énorme écart entre les promesses et les actes? Finalement, depuis Rio en 92, on s'alarme sur le réchauffement climatique et l'impact de l'activité humaine. Or, on sort des 16 mois les plus chauds de la planète. Rien n'a été fait? Vous avez raison. Je pense que vraiment, il faut souligner que la ratification n'est pas une garantie que l'accord sera mis en vigueur et qu'aujourd'hui, qui sera mis en œuvre, et qu'aujourd'hui, la clé, c'est l'action. Il faut nous montrer qu'on tient les engagements. Et les engagements des États, en l'occurrence, sont insuffisants. C'est inscrit noir sur blanc dans l'accord. Pour l'instant, ce qui a été annoncé avant la COP21 nous amènerait vers un réchauffement supérieur à 3 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle. Donc il faut faire plus. D'où les fameuses clauses de revoyure, comme on dit, c'est-à-dire on se retrouve et on fait un bilan global en 2023. Alors, 2018 la première date, c'est 2018. Et pour pouvoir être prêt à annoncer des choses nouvelles, des actions plus ambitieuses en 2018, il faut se préparer maintenant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre et se dire qu'on a du temps. Non, il faut développer les énergies renouvelables, changer nos modes de production et de consommation, y compris alimentaire. Et ça doit commencer aujourd'hui. Donc en France, on a un début de transition énergétique. En Europe, il y a encore des efforts à faire. À l'échelle du monde aussi, il faut pouvoir aider les pays les plus fragiles et les plus pauvres à enclencher cette transition. Alors il y a ce fameux fonds, au moins 100 milliards de dollars. Concrètement, là, on en est où? Est-ce qu'on a bon espoir que les pays développés mettent la main à la poche, Brice Lalonde? Oui. De toute manière, vous savez, on va bientôt être 9 milliards sur cette planète, ou peut-être même plus. Et donc, ces 9 milliards d'êtres humains, ils ont besoin de manger, de se vêtir, de se loger, de se transporter. Donc, de toute manière, le monde entier va investir des sommes considérables pour le développement. Et tenir compte du changement climatique, c'est juste quelques pourcents de plus, 5% de plus, c'est tout. Donc de toute manière, oui, cet argent va être dépensé. Il faut simplement s'organiser mieux. Et si vous voulez, la grande difficulté, c'est la lutte contre le changement climatique, c'est le développement lui-même. C'est ça la difficulté. On ne va pas pouvoir faire comme si ça n'existait pas ou que c'était un petit chapitre en plus. Non, tout le bouquin doit être réécrit. Célia Gauthier, en entendant Brice Lalonde, on se dit, voilà, les pays, notamment les pays développés, mais également les pays émergents, s'ils veulent tout simplement continuer à croître, vont de toute manière se rendre à l'évidence. La contrainte, elle est là d'une certaine manière pour vous. C'est suffisant?
Alors, non, la contrainte n'est pas vraiment là. Et la contrainte va devoir venir des sociétés civiles et des acteurs que citait Brice Lalonde dans chaque pays. Il va falloir rappeler les gouvernements à leurs engagements, les tenir responsables. Parce que finalement, ce que pose l'accord, c'est un cadre, comme l'a dit Brice Lalonde, et également la possibilité de nous informer sur ce que font les États, puisqu'il y aura un système de transparence sur notamment l'état de leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est tout ce qu'on aura. On est sûr de l'indépendance d'ailleurs de ces évaluations? Pour l'instant, elle reste entièrement à déterminer. Le cadre et le comité d'experts qui sera chargé de faire ces évaluations n'existent pas. Oui. C'est une des choses qui devra être négociée dans les années qui viennent. Ça laisse quand même beaucoup de place aux discussions. On comprend finalement l'empressement des grandes puissances à le signer. Ça ne mange pas de pain d'une certaine manière. Alors, moitié-moitié quand même. Vous savez, maintenant, les gens Obama et d'autres... Obama a dit, moi, je voudrais que mon héritage soit ce que j'ai commencé à faire sur le climat. Oui. Donc, tous ces chefs d'État se rendent compte que c'est impossible de ne rien faire. C'est très grave, le changement climatique. Et je suis assez frappé de voir que tout le monde maintenant reconnaît que ça existe, mais les gens ne reconnaissent pas l'incroyable dimension des conséquences de ce changement climatique. Et donc, ça coûte très cher de ne rien faire. Ça sera pire que tout de ne rien faire. Et donc, la grande difficulté maintenant, c'est de trouver un système politique, si je puis dire. Nous, on a un système politique, c'est tous les 4 ans, tous les 5 ans. Alors, c'est pas assez long. Il faut donc qu'il y ait une espèce de continuité entre les différentes majorités, et c'est au peuple. Oui, au peuple, aux scientifiques, aux professeurs, aux juges, aux associations, aux entreprises, de pousser les gouvernements en disant « recule pas, ne recule pas, continue ». Mais le problème, il est là, justement. Vous dites c'est aux gouvernements qui vont succéder parce que tout le monde y croit aujourd'hui. Mais aux États-Unis, les eurosceptiques, ils n'y croient pas. Il y a un sondage qui vient de sortir qui montre que, certes, les 2/3 des démocrates croient à l'action humaine sur le climat. Ce n'est pas du tout le cas des milieux conservateurs. Et si Donald Trump est élu, il pourra revenir sur cet engagement de Barack Obama et des États-Unis? Non, parce que lorsqu'on signe cet accord, on s'engage pour 4 ans. Et vous savez qu'un mandat présidentiel aux États-Unis, c'est 4 ans. Au milieu du mandat, il y a des élections du Parlement américain à mi-mandat. Donc on peut avoir confiance dans le fait que les États-Unis restent dans l'accord pendant la prochaine mandature américaine. C'est votre... Oui. Le problème, c'est que ça n'empêche pas un gouvernement américain de ne rien faire, en fait. Il peut très bien avoir signé ce texte et qu'il ne se passe rien aux États-Unis en matière de transition énergétique. Il n'y a pas de sanctions prévues dans les 4 prochaines années, Brice Lalonde, si Donald Trump arrive au pouvoir et qu'il décide de ne rien faire, comme le dit à l'instant Célia Gauthier? D'abord, aux États-Unis, vous savez, c'est pas le président. Alors, le président joue un rôle important, mais d'abord, c'est aussi le Congrès. Et puis, ce sont les États. Aux États-Unis, il se passe tout et le contraire. Il y a beaucoup d'États et des villes qui se sont appliqués le protocole de Kyoto, par exemple, etc. Donc, il se passe beaucoup de choses et beaucoup d'innovations. Écoutez, moi, j'étais à New York quand Sandy est arrivé. La mer a monté de 4 mètres. 4 mètres, vous vous rendez compte? Immédiatement, ça fait passer Obama parce que le maire de New York a dit « Moi, je vote Obama parce que ça, franchement, le changement climatique, c'est là, on le voit. » Et donc, les Américains, ils vont le voir aussi. Ils le voient tous les jours avec leurs tornades, avec la mer qui monte. Miami est sous l'eau pendant les grandes marées. Enfin, tout ça, c'est quand même... Vous savez, on ne peut pas s'arrêter. On ne s'arrêtera pas. Et donc... même les États-Unis, ne vous inquiétez pas, ils vont y aller aussi. On parle de gens convaincus qui pensent, par exemple, que l'origine de l'homme, c'est le Jardin d'Éden, quand même, chez un certain nombre de ses électeurs. Il faut vraiment regarder la masse des gens qui trouvent un intérêt économique aussi dans la transition énergétique. Aujourd'hui, si la Chine, les États-Unis investissent dans les énergies renouvelables ou sortent du charbon, c'est parce que c'est intéressant économiquement. La transition énergétique, elle est déjà en marche au niveau de l'économie mondiale. Oui. La question, c'est comment l'accélérer pour tenir les engagements de la COP21. Et alors justement, est-ce qu'on s'est donné là une bonne méthode? Est-ce qu'on s'est doté d'une méthode qui semble, à certains aspects, innovante, puisqu'elle a permis de surmonter les blocages qu'on avait observés depuis Kyoto, par exemple? Il faut se rappeler que Kyoto, c'est 8 ans pour le ratifier. Et à l'époque, ni les États-Unis, ni la Chine n'étaient signataires. Est-ce que là, on a trouvé, d'après vous, une bonne méthode suffisamment contraignante? Alors, contraignante, non. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement mondial. Voilà, il n'y a pas de gendarme mondial qui tape sur les doigts des gens qui ne font pas le boulot. Mais c'est d'abord la chose la plus passionnante qui se passe pour des jeunes. C'est extraordinaire, ce défi pour le monde entier. Et il y a la méthode, ce sont des coalitions. Regardez ce qui se passe entre l'Inde, la France et d'autres. Coalition pour l'énergie solaire. Coalition pour essayer de trouver des foyers qui n'utilisent pas le bois, etc. Il y a partout des coalitions qui se montent. Coalition, par exemple, des sociétés de distribution pour ne pas utiliser un réfrigérant qui contribue au changement climatique. Toutes ces coalitions, toutes ces initiatives, c'est ça la méthode. Et je pense que le fait d'avoir des points de rendez-vous tous les 5 ans permettra à la société civile de revenir dire voilà, vous n'avez pas tenu vos engagements. Ça, c'est important. Et ce à quoi nous serons également très vigilants en tant qu'ONG, c'est qu'il n'y ait pas d'action prise par les gouvernements qui nous bloquent dans une situation de crise climatique.
Par exemple, si l'Europe signe et ratifie aujourd'hui des accords commerciaux avec le Canada ou avec les États-Unis, comme le CETA et le TAFTA, qui amèneraient à une augmentation des gaz à effet de serre, on s'enferme dans quelque chose de très négatif. Non, l'après COP21, ça doit être un changement de politique publique, un changement d'approche, y compris sur les accords de commerce. Ça veut dire que vous irez voir jusque dans la politique agricole commune en Europe, par exemple, qu'on ne favorise pas l'agriculture intensive, qui, d'une certaine manière, pollue les sols et en rend un certain nombre inutilisables. Ça va aller jusque-là. Ça va aller jusque-là, ça va aller jusque dans les accords de commerce, aussi dans les banques et le système financier. On regardera comment les investisseurs placent leur argent. S'ils le placent dans les énergies fossiles, on va dans le mur. Donc il faut de la réglementation pour amener les investisseurs vers la transition énergétique. Et vous pensez, Brice Lalonde, que ça ira au-delà simplement de ce qu'il est arrivé jusqu'à présent, c'est-à-dire des simples lanceurs d'alerte qui ne faisaient finalement qu'alerter l'opinion sans réellement influer sur les politiques des États? Ça n'arrête pas de progresser en ce moment. Et par exemple, Célia parlait des financiers, du monde de la finance, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Déjà en ce moment, les grands financiers, les grands gestionnaires d'actifs se retirent du charbon en disant non, on ne veut pas investir dans le charbon, c'est trop dangereux, tout ça, ça va être interdit bientôt. Pour des raisons d'image de marque ou pour un risque, un risque juridique et réglementaire? Un risque financier d'abord, un risque, les deux, un risque financier, un risque réglementaire. Ils sont en train de regarder combien il y a de carbone, combien il y a d'émissions de carbone dans les activités qu'ils financent. Non, c'est formidable ce qui est en train de se passer. Simplement, pour l'instant, c'est une avant-garde. Et notre travail à nous, ça consiste à le diffuser partout, à que toutes les entreprises, tous les financiers, toutes les banques suivent, etc. Il reste que l'État également, qui est donc un investisseur lui-même aussi, à travers les finances publiques, continue d'investir ou de subventionner les mauvaises choses. Par exemple, la consommation d'énergie fossile. Donc l'État doit montrer l'exemple, parce qu'en plus, il donne un mauvais signal aux investisseurs privés. Au niveau mondial, il y a 440 milliards de dollars d'argent public qui est dépensé pour aider à consommer des énergies fossiles. Ça, c'est plus possible dans le monde de l'après-COP21. Et vous pensez vraiment que les pays, notamment on pense aux pays du Golfe entre autres, vont mettre fin, mais c'est le cas aussi de pays comme le Venezuela ou autre, le Nigeria, vont mettre fin à ces subventions sur leur industrie pétrolière par exemple et la consommation de pétrole? Il faut les entraîner, ça c'est sûr que ça va être un énorme défi. Eux ont déjà décidé d'investir dans le solaire et les énergies renouvelables. Après, le problème, c'est les pays consommateurs. Eux ont leur part de responsabilité au niveau des pays producteurs de pétrole, mais nous avons aussi, nous, consommateurs de pétrole, une responsabilité. Il faut par exemple cesser de subventionner massivement le diesel et les... Et par exemple, regardez un pays comme la Norvège. La Norvège veut arriver à zéro carbone, comme le Costa Rica et d'autres pays. Donc il y a une espèce de course à la vertu. Et que fait la Norvège? La Norvège dit, prenez des véhicules électriques. Et donc pour inciter à l'achat de véhicules électriques, elle dit, stationnement gratuit pour les véhicules électriques. Dans les autoroutes, comment on appelle ça? Une bande rien que pour les véhicules électriques, etc. Pas de taxes pour les véhicules électriques. Donc la Suède est en train de passer aux véhicules électriques alors qu'elle ne les produit pas. Et donc, si vous voulez, il y a des tas de choses formidables qui sont en train de se passer dont on ne parle pas assez. Et les politiques français ne le savent pas assez. Voilà. Le monde travail, il faut qu'ils aillent voir un petit peu à l'étranger ce qui se passe. Le monde foisonne d'exemples, effectivement. Est-ce que ce sont ces exemples qui aujourd'hui gouvernent le monde? Est-ce que vous pensez que la Chine s'est sincèrement convertie à la lutte contre le réchauffement, y compris lorsque cela touche ses propres intérêts économiques? Et même question pour l'Inde, ces pays jusqu'à présent qui étaient fondés à dire vous vous êtes développé sur les énergies carbonées pendant des générations, laissez-nous à notre tour en profiter. Que répond-on à ça? Alors la Chine et l'Inde sont deux situations de pays très distincts, parce que pas au même niveau de développement. Pour ce qui est de la Chine, très certainement, ils ont bien compris qu'il y avait deux enjeux. Le premier, un enjeu politique, avec un risque fort de soulèvement populaire face à la forte pollution de l'air qu'on a dans les villes chinoises, à cause de la pollution. Oui, c'est devenu invivable, il faut le dire, notamment à Shanghai et Pékin. Tout à fait. Et deuxièmement, un enjeu d'accéder à des marchés internationaux. Aujourd'hui, la Chine, elle est leader mondial des énergies renouvelables. Elle est passée devant l'Europe en termes de production d'énergie solaire. Elle peut exporter cette technologie partout dans le monde parce qu'elle sait que c'est l'énergie de demain. Pour ce qui est de l'Inde, en revanche, il y a un vrai défi de développement avec... la plus grande partie des pauvres du monde qui se trouvent en Inde. Et donc là, il va falloir donner à l'Inde des garanties qu'elle pourra se développer en accédant à des énergies renouvelables et à des transports en commun. Et donc, c'est une transition qui doit être accompagnée en partie par le secteur privé, qui est possible. Et pour l'instant, elle a plutôt montré qu'elle était dans le bateau, quoi. Et financée en partie par les pays qu'on appelle développés à travers ce fameux fonds qui n'existe pas encore à l'heure où nous parlons. Alors, l'Inde n'est pas forcément un pays qui a un statut de pays récipiendaire, parce qu'elle est En fait, les 100 milliards, ils y sont déjà relativement. C'est-à-dire, vous savez, c'est très difficile de savoir comment le compter, mais c'est jamais assez. Mais la vérité de la vérité, au fond, c'est que ces pays vont se développer eux-mêmes en investissant, en développant leur secteur privé, etc.
Donc, tout ne va pas dépendre d'un fonds. Bénéficieront aussi des retombées de l'économie propre. Mais bien sûr. Merci beaucoup Brice Lalonde. Merci également à Célia Gauthier d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est la suite de l'actualité vue du net avec Karim Yaoui. Bonjour mon cher Karim, ravi de vous retrouver pour un œil sur les médias. Aussi. On va revenir justement sur cette ratification, pas encore ratification d'ailleurs, mais ce vote en tout cas des députés européens en faveur de la ratification, c'est une étape essentielle dans la mise en œuvre de cette fameuse COP21 dont on a tant parlé ici en France. Alors on va voir que sur les réseaux sociaux, on est plutôt satisfait, en tout cas un certain nombre de personnalités. Sur le site internet de Public Sénat, on ironise et enfin, parce que c'est vrai que ça s'est passé après les États-Unis, après la Chine et après l'Inde. Évidemment, ce n'est pas forcément très heureux. En tout cas, le site du Courrier international, avec ce petit dessin très explicite, explique que les conditions sont désormais remplies. Sur le compte Twitter de la Commission européenne, on se fait l'écho de cette déclaration de Jean-Claude Juncker. Nous avons la chance d'assister à un événement que l'histoire retiendra. Ségolène Royal n'avait pas attendu puisque sur son compte Twitter, dès vendredi, elle clamait victoire en parlant d'une avancée historique avec un accord qui va entrer en vigueur. Évidemment, il n'y a pas que Ségolène Royal qui a réagi. Il y a aussi par exemple cette parlementaire belge qui évoque la nécessité d'une solidarité entre les États membres pour que tout ceci soit un succès. On en parle même au-delà de nos frontières puisque sur ce compte Twitter d'un sénateur américain du Nouveau-Mexique, on évoque aussi un moment clé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors évidemment, sur le compte Twitter d'Europe Écologie Les Verts, en tout cas d'un certain nombre d'élus d'Europe Écologie Les Verts, on évoque ces belles paroles, mais place aux actes désormais. Et puis toujours sur Twitter, il y a un certain nombre d'internautes qui restent critiques, comme Clément qui dit « L'accord de Paris en passe d'être ratifié ». Pour lui, ça pourrait être encore insuffisant, en renvoyant vers un article de Libération qui dresse un certain nombre de scénarios plutôt inquiétants. Et puis Jean-Marie, qui sur son compte Twitter explique que en ce moment, les médias célèbrent le mondial de l'automobile avec cette hausse des ventes de voitures, avec cet appel à la cohérence, avec cette même tonalité. Josette, qui parle de la Chine, qui met en chantier en 2015, qui a mis en chantier en 2015 150 nouvelles centrales à charbon. Elle ironise, succès de la COP21. Alors évidemment, il n'y avait pas que des messages, il y avait de ce type-là, il y avait aussi beaucoup de messages qui accompagnent cet événement avec un certain espoir et un certain optimisme. Beaucoup moins gai en revanche, l'actualité qui nous vient de Syrie avec la situation toujours catastrophique à Alep. Alors c'est vrai qu'on en parle énormément, notamment ici sur le site de La Croix qui s'arrête un instant sur ces habitants d'Alep-Est qui sont pris dans un double piège qui évoque ici la stratégie de Bachar el-Assad et de son allié russe qui tentent en quelque sorte de nasser cette population comme ils l'ont fait par le passé dans des villes comme Deraa. On évoque aussi le fait qu'on est dans un double piège parce que la Turquie voisine a fermé ses frontières et les quelques 250 000 habitants qui sont encore là, dont 100 000 enfants, sont en quelque sorte chaque jour un petit peu plus coincés dans cette ville qui est désormais un tombeau à ciel ouvert. C'est le point de vue de Médecins du Monde qui publie cet article sur le site du Monde. Nous sommes tous des médecins d'Alep et on évoque ici le quotidien de ces médecins qui sont restés résignés à sauver ceux qui ont encore la chance de survivre pendant que d'autres meurent sous leurs yeux. C'est ce que nous explique cet article. Ce cri du cœur aussi sur le site de Marial de Nicolas Tenzer, qui est professeur à Sciences Po, qui souligne en quelque sorte le côté coupable des Occidentaux et notamment des Américains avec cet article. L'ignominie de la barbarie du régime syrien est aussi la nôtre. Le site de CNN, lui, s'intéresse, mais qu'est-ce qui pourrait bien vous faire vous arrêter un instant sur le sort des habitants d'Alep, des photos, des témoignages ou peut-être tout simplement les histoires de ces enfants. Et justement, sur Twitter et sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup d'une petite fille de 7 ans qui raconte son quotidien. Énormément d'articles sur cet enfant, ici sur le site de France TV.info. Elle a un compte Twitter où elle dit son compte quotidien. Alors, le nombre de followers a doublé ces derniers jours parce que ce compte a été très médiatisé. Des petites phrases comme celle-ci, bonjour d'Alep, où je suis en train de lire pour oublier la guerre, ou encore cet autre message publié il y a quelques jours, arrêtez de
nous tuer, nous avons besoin de paix. J'ai besoin de paix pour devenir une professeure, en tout cas une enseignante. Ce compte Twitter est largement relayé par beaucoup d'internautes. Et ironie du sort, c'est le moment qu'a trouvé le régime de Bachar el-Assad pour lancer une campagne pour expliquer que les touristes sont les bienvenus à Alep, avec une vidéo totalement décalée, relayée ici sur notre site internet, celui des observateurs. On imagine bien que ce n'est pas la priorité des habitants de la partie est de la ville. Merci beaucoup, Karim. Voilà, un œil sur les médias, c'est terminé. Restez avec nous, à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.